Enfant, il avait pour vocation de devenir prêtre, mais au plus profond de son âme, il rêvait d'enseigner. Né en République démocratique du Congo, cadet d'une famille de 7 enfants, originaire de Congolo, Joseph est un brillant étudiant. Il étudie les sciences de l'éducation à Kinshasa, où il obtient une bourse d'études pour Paris. Après le bac, il rejoint donc l'Hexagone, sans famille ni attache. Il y poursuit ses études avec beaucoup de passion, de rigueur et de détermination. À la suite d'un long parcours académique de près de 10 ans, Joseph Sanki obtient un doctorat en philosophie de la célèbre université La Sorbonne. Par ailleurs, les questions politiques suscitent également l'intérêt de ce docteur en philosophie qui pense que les philosophes ont un rôle important à jouer dans le développement de l'Afrique. Alors Joseph, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Résilience. Oui. Alors vous avez souhaité partager votre expérience avec nos téléspectateurs et je peux déjà d'emblée dire que votre parcours est admirable. Vous venez de la RDC, la République démocratique du Congo. Évidemment. Et après un long parcours académique, vous avez obtenu un doctorat de la Sorbonne, cette prestigieuse université parisienne. D'où l'écharpe. Voilà, d'où l'écharpe, cette écharpe que vous portez fièrement. Elle représente pour vous, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Allez, 10 années d'études à l'université avec Paris 1 Sorbonne. 10 années d'études. Est-ce que vous êtes fier de ce titre? Ah bah très fier, docteur. Très fier parce que lorsqu'on arrive à la fin des études comme ça, c'est un projet réalisé, c'est un rêve vécu, c'est un engagement concrétisé. Et ça fait plaisir, ça rend digne et fier quand même de l'avoir fait. Comme je le disais, pour en arriver là, le parcours a été long. Oui, c'est une dizaine d'années d'études. Le parcours a été long et je pense qu'on va aborder tout à l'heure dans l'émission proprement dite. Alors, pour les intellectuels africains, Joseph, je pense que vous le savez, la Sorbonne, c'est le haut lieu de l'intelligence, de la connaissance. C'est l'excellence. Pour vous, jeune étudiant congolais, quand vous arrivez ici en France, est-ce que vous vous imaginez déjà faire vos études à la Sorbonne? Alors, pour tout jeune africain de la francophonie, là vous l'avez souligné, d'ailleurs le rêve, c'est vrai, le rêve est quand même d'étudier à Paris, quelle que soit l'université. Paris, c'est la capitale du savoir pour les Africains, c'est ce lieu où on vient chercher le savoir. Ce lieu, et la plupart de mes professeurs, mes enseignants, ont fait leurs études à la Sorbonne. Leurs études soit à la Sorbonne, soit à Paris 8, soit à Paris 13, mais en tout cas, ils l'ont fait en France. Ce qui a fait que, évidemment, comme pour d'autres, une fois qu'on est en France ou à Paris, la première adresse qu'on cherche, c'est celle de la Sorbonne. D'abord visiter et puis après essayer de prendre son inscription. C'est ce que j'ai fait. Et moi, je suis venu avec une bourse d'études, qui est une bourse d'excellence. Eh bien, je suis venu directement intégrer la Sorbonne, les facultés jésuites de Paris, et puis Paris 8, un petit peu, et puis voilà, jusqu'à me focaliser sur la Sorbonne, jusqu'à terminer ma thèse, en fait. Alors, Paris 1 à la Sorbonne n'est pas facilement accessible. C'est une université qui est très sélective, est-ce que vous le confirmez? Je le confirme dans la mesure où, d'ailleurs, la réalité elle-même, elle le confirme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... parce qu'avant d'entrer, il y a un test. C'est parmi ces rares universités françaises où, avant d'entrer, il y a un test d'admission, un test sur place, à l'écrit, à l'oral. Mais pour un étranger, il est quand même plus difficile d'intégrer Paris 1 que d'intégrer Paris 8 ou Paris 13. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces universités, c'est-à-dire Paris 8 et Paris 13, ont été créées. C'est aussi pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas intégrer l'université de Sorbonne, qui est une université restée quand même traditionnelle et qui porte quand même, qui a des critères qui sont plutôt fermés à des personnes qui viennent d'ailleurs, ou qui viennent d'Afrique. Alors, quels sont ces critères-là, justement, pour y accéder? Alors, l'université Paris 1 Sorbonne a sa manière de former. Et pour s'adapter à cette manière, il faut se rassurer que l'étudiant a on va dire la connaissance de toutes les matières, enfin sur toutes les matières en fait. C'est-à-dire que on ne voudrait pas que les personnes viennent pour apprendre à s'adapter.
on voudrait que lorsque vous intégrez la Sorbonne, vous soyez capable de suivre les cours, capable de prendre le rythme et capable de terminer comme je l'ai fait. Donc l'université ne veut pas déjà accueillir des sujets de candidats déjà voués à l'échec. Voilà. C'est l'excellence en fait qui fait tout ça. Ce n'est ni la discrimination, de quoi d'ailleurs, c'est pas rien, c'est une université de la gauche. Hein. Est-ce qu'on regarde avant tout les notes ? Ah ben oui, donc, bien sûr. Donc vous étiez très bon. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'avant, quand vous avancez, eh bien évidemment, on voit les notes quand vous avancez. Et nous, en Master 1, on a un mémoire, qui est un mémoire, et en Master 2, un autre mémoire. Et chaque mémoire fait l'objet d'une défense, ça s'appelle une soutenance. Et pour passer en thèse, évidemment, il y a un certain critère, c'est-à-dire qu'il faut avoir passé son mémoire de Master 2 avec une certaine note. Hein. C'est en général à partir de 15. Voilà, 15 sur 20, on peut faire la thèse. Mais maintenant, il n'y a pas que ça comme critère, il y a aussi la capacité de mettre en place un projet intellectuel qui puisse apporter un plus à la recherche, en fait. Mon laboratoire à moi, tous les laboratoires, c'est la vôtre d'ailleurs, hein. C'est-à-dire, les laboratoires, c'est des entités de recherche en permanence sur des questions qui leur sont essentielles. Et moi, mon recrutement a été déjà atypique, parce que c'est pas moi qui ai voulu faire ma thèse, c'est celle que j'ai connue, rencontrée dans le cadre de mes recherches en Master 1 et Master 2, surtout Master 2, dans un séminaire sur Wittgenstein, et avec qui on discutait, et comme j'aime bien échanger tout ça, on discutait, et qui m'a fait savoir que ce que je développais relevait d'une pensée qui valait la peine d'être présentée comme thèse, et qu'elle serait ma directrice de thèse si j'étais d'accord. Donc, on parlera du sujet de votre thèse. Voilà, c'est elle qui m'a recruté. Tout à l'heure. En fait. Mais, et c'est Sandra Logier, évidemment. D'accord. Donc faire un doctorat, c'est quand même beaucoup de travail, de longues années d'études. Donc voilà, travail de recherche, de réflexion et des fois même de terrain. Comment vous avez préparé votre thèse ? Alors, moi, c'est toujours atypique, ou c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, ma thèse, elle s'inscrit dans la suite logique de ce que j'ai développé, même depuis ma licence. C'est-à-dire que c'est depuis l'entrée dans le monde de la philosophie, hein, donc mon initiation à la pensée philosophique, que j'étais sensible à des questions qui m'ont orienté vers la question de la vérité, notamment la question de l'intersubjectivité, avec Jürgen Habermas. Et donc, lorsque je travaille sur cette question, à la fin de la question, j'aurais abordé le problème de la discussion. Et en abordant le problème de la discussion, je me suis heurté à la question de la vérité. Parce que quand les gens discutent, cela suppose qu'ils sont en train de discuter autour de la vérité, de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, le plus souvent. Et lorsqu'on est dans un débat délibératif ou dans une discussion, la question c'est est-ce que l'autre dit est vrai ou pas. Donc du coup, ce qui donne l'engouement à la discussion, c'est cette idée de la vérité. Mais chez l'auteur, elle n'était pas assez développée comme je le souhaitais, et c'est comme ça que je me suis orienté vers Wittgenstein, qui lui me semblait, qui n'a jamais parlé officiellement de la vérité, mais dont les travaux me semblaient être indispensables pour aborder originellement la question de la vérité. Donc le mythe de la vérité a donc été votre sujet de thèse. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors, le mythe de la vérité, je peux dire deux choses. La première chose, je suis Wittgensteinien, mais quand on apprend un auteur, on a toujours des gens qui nous initient ou des modèles qui nous inspirent. Et du coup, pour moi, ça a été Jacques Bouvresse. Jacques Bouvresse, qui est prof, qui est déjà décédé en 2016, mais qui était prof, que j'ai connu en tant que prof, toujours à Paris-en-Sorbonne, qui était contradicteur, en tout cas intellectuel, de Michel Foucault. Alors moi, en abordant tout ça, et en abordant aussi Jacques Bouvresse, qui est aussi le premier à avoir enseigné Wittgenstein en France, qui est l'un des logiciens majeurs, avait parlé aussi du mythe de l'intériorité. Vous voyez, mythe de l'intériorité. Maintenant, parler de... J'ai trouvé cette formulation, j'ai proposé ça à ma directrice, elle l'a validée. C'est très important, pourquoi ? Parce que la vérité, au final, c'est un mythe dans la mesure où ce qui fait la véracité même du concept, le sens,
n'est pas une réalité, n'est pas la dimension réelle de la chose, mais c'est ce que nous pensons qu'elle est ou qu'elle soit. C'est ça qui fait, au final, la légitimité de la question de la vérité. C'est une manière de dire d'emblée, de donner l'idée au lecteur que ce que vous voulez découvrir dans ce livre, parce que ça deviendra un livre après, n'est pas une vérité apodictique, mais c'est une manière de penser, pour moi, voilà, sur une question qui, elle aussi, s'est forgée tout au long de l'histoire, d'ailleurs, sur des manières de penser des sociétés diverses, voilà, dans son évolution. Le concept lui-même a évolué en fonction de ce que les gens pensaient qu'il était, en fonction de la définition. Donc la vérité est une définition et pas une réalité ontologique. Du coup, quelle a été la conclusion de votre thèse? Alors, la conclusion de ma thèse, parce que au départ, parce qu'avant la conclusion, il y a l'introduction, c'est que je parle du monde. C'est-à-dire que pour aborder la vérité, eh bien, il faut s'outiller des éléments de connaissance liés au problème du monde. C'est quoi le monde? C'est quoi la réalité? Et pour avancer et pour comprendre la réalité, il faut maîtriser le mécanisme du langage en tant que mécanisme de description de la réalité. Et pour comprendre le sens de ce que nous disons, le sens du monde, il faut savoir le sens que nous donnons aux mots que nous utilisons dans le cadre du langage comme lieu de description justement de la réalité. Et pour comprendre le sens que nous donnons, il faut savoir que chaque sens dépend de l'usage que nous faisons des mots. Et pour comprendre ces usages des mots, il faut comprendre que ces usages sont relatifs à des cultures, à des personnes, à des histoires, à des éducations bien déterminées. Et qu'il ne peut pas y avoir un usage qui puisse s'imposer à lui seul comme étant l'usage universel pour l'humanité tout entière. Ça n'existe pas. Et donc, sur la question de la vérité, nous ne pouvons pas prétendre avancer ou affirmer une vérité qui soit universelle sans s'exposer au risque de mentir ou d'être dans l'erreur. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité dépend des coutumes, dépend de la personne, de ses valeurs, de son expérience, de son vécu. Voilà. Donc, il n'y a pas de vérité qui est d'emblée universelle, ouais. Mais il peut y avoir une vérité qui peut être universalisable. Donc, on fait la différence entre universel et universalisable. Ma vérité peut être universalisable à partir du moment où je suis en mesure de l'exposer avec objectivité et véracité et me faire comprendre à l'autre. Voilà pourquoi il n'y a pas de vérité individuelle. Il n'y a que des convictions. Au niveau de l'individu, c'est des convictions. On parle de la vérité lorsqu'une conviction est partagée ou partageable et puis admissible. Donc la vérité devient le signe donc, de l'admissibilité d'une conviction qui au départ n'est que personnelle. Et à partir du moment où je suis en mesure de convaincre, de la rhétorique, de convaincre, eh bien là nous pouvons parler de la vérité, même si ce que je dis n'est pas vrai en réalité. Donc la vérité n'est pas toujours vraie. Donc la vérité n'existe pas. Non, je la fais exister. La vérité, elle existe par nous, par moi, par la force de conviction du sujet qu'il énonce. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui m'a amené à parler donc, de Michel Foucault, qui, lui, dans ses travaux, a évoqué 4 figures, en fait, d'admission d'une vérité. Pour lui, la vérité à chercher du côté de ce qu'il appelle l'analyse de forme du discours, l'analyse aléturgique. Hein. Et donc, c'est le sujet dans sa subjectivité et puis dans sa réceptivité dans la société et par l'autre, qui joue un rôle dans l'admission de ce qu'il dit. C'est-à-dire ce que moi je dis ici, est-ce qu'un prophète dirait ou est-ce que ce qu'un autre dirait avec son pouvoir, son histoire, tout ça, ça rentre en jeu. Quand je vous mets cette écharpe et je commence à vous raconter les choses, ce que je dis peut être faux. Mais parce que je mets cette écharpe et vous m'invitez à ces beaux plateaux avec toi, ceux qui me suivent peuvent penser que ce que je dis est vrai.
Mais en réalité, non. Et la politique, le politique a su donc justement exploiter cette dimension. Là, vous disiez, oui, nous accueillons monsieur le ministre tel, celui qui est en charge. Il vous dit faux du début à la fin, mais vous acceptez quand même parce que c'est le ministre qui a dit, c'est le président qui l'a dit. Donc la vérité, parce que vous avez demandé ma conclusion, sur ça, c'est la vérité, c'est quelque chose que nous mettons en place, que nous faisons admettre, et que nous admettons parce que ça nous arrange, ça va dans notre manière, ça concorde avec notre manière d'être, et c'est pas en contradiction avec notre moi. Et c'est ça qui fait que parce que sinon, toute réalité n'est pas toujours compatible avec ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons qu'elle soit en fait. Et d'où l'importance de la démagogie et même du mensonge dans la fabrication justement de la vérité. C'est-à-dire on en fabrique pour que cela nous plaise, pour que cela puisse vous calmer et tout ça. Et c'est ici qu'il faut rappeler la phrase de Bertrand Russell, qui est aussi un philosophe, un grand logicien, l'un des grands logiciens modernes, qui était professeur à Cambridge, qui disait que n'admettez les choses que lorsque vous êtes sûr et certain qu'elles sont réellement vraies. Ne les admettez pas parce que tout simplement qu'elles vous font plaisir ou est-ce que ça serait normal pour vous ou confortable pour vous de les admettre. Donc, ni pour des raisons morales, ni pour des raisons de culture, mais que pour des raisons d'objectivité, de conviction. C'est ce qui est une utopie parce que le sujet lui-même déjà est le résultat d'une certaine émotivité, d'une certaine utopie, le sujet lui-même. Ouais. Alors Joseph, votre domaine d'activité est donc la philosophie, on l'a bien compris. Oui. Mais certains disent que l'Afrique doit surtout se concentrer sur la technologie et l'économie. Qu'en pensez-vous ? Ah, merci pour cette question qui est magnifique. Et maintenant, il pense faux. Il pense faux. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent où la pensée, d'aujourd'hui, hein, l'Afrique d'avant, on va dire de l'époque pharaonique et tout ça, ok, mais l'Afrique d'aujourd'hui avec cette génération où la pensée est faible, la pensée, il y a eu baisse de la pensée, même dans le raisonnement, c'est tout le monde qui se fait passer pour qui on veut, mais en réalité c'est faux, c'est un danger même. Pourquoi ? Parce que lorsque nous regardons bien les sociétés qui techniquement ont atteint une certaine excellence, ils ont commencé par la philosophie. Nous sommes là dans une démocratie qui est telle qu'elle est, grâce aux Lumières. Grâce aux Lumières. Mais quelles sont les Lumières ? Ce sont des philosophes. C'est-à-dire qu'une vie sans pensée, une vie centrée, non pas sur la pensée, mais sur le matériel en tant que tel, ça ne marche pas. Et le matériel lui-même, et l'innovation, vous la faites comment ? Et là, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec la biodiversité, la bioéthique, tout ça, c'est des thèmes d'abord philosophiques avant d'être scientifiques. Ceux qui disent cela, c'est des gens des personnes, j'ai beaucoup de respect pour les opinions des personnes, hein, je ne suis pas non plus, je n'incarne pas la science infuse, mais c'est des personnes qui pensent que la philosophie n'a pas été à la base de la science, parce que la philosophie a été à la base de la science. Au commencement, a été la philosophie, et puis la philosophie a donné lieu à des sciences diverses. Toutes les sciences que vous voyez, que ce soit la biologie, les mathématiques et tous, ont été faites par les philosophes qui se sont posés des questions sur la réalité, et à partir du moment où ils ont circonscrit un domaine, ils ont donné un nom à ce domaine-là et l'ont laissé à ceux qui poursuivent, parce que le rôle de la philosophie, c'est de poursuivre, en fait, de conduire, c'est comme une locomotive, conduire l'humanité et vers la connaissance, comme disait Hegel, vers l'eschatologie de grand soir, c'est-à-dire la révélation de cet esprit qui, à travers l'humanité, évolue vers cet accomplissement-là. Donc, sans philosophie, il n'y aurait pas non plus eu... parce que quand ils disent qu'il faut qu'on se concentre sur la technique, quelle technique ? Les mathématiques, ce sont les filles de la philosophie. La biologie, c'est les filles de la philosophie. Quoi encore, la médecine ? Alors, toutes les sciences ont été apprises, pas toutes les sciences, la majeure des sciences de la nature ont été apprises dans l'Égypte pharaonique, chez des prêtres philosophes. La philosophie elle-même, elle vient de l'Égypte pharaonique. Ça, c'est Thalès, c'est Pythagore, ceux qui en sont des témoins. Donc, nous devons faire avec la philosophie. Et l'autre preuve, même les sociétés qui sont les plus développées, parce que les Africains, ils ne vont pas aujourd'hui nous montrer leurs besoins du matériel, du développement matériel qui pouvait dépasser le besoin qu'a la France pour le matériel. Et pourtant, la France ne néglige pas la philosophie.
Et pourtant, les Américains ne négligent pas la philosophie. Et c'est comme ça que les gens vont sur Mars. Aujourd'hui, le débat, c'est d'aller sur Mars. Le débat, c'est de voir avec l'intelligence artificielle comment comprendre la nature. Et ceux qui ont compris pour la première fois qu'il existait plusieurs galaxies, on pouvait aller sur d'autres planètes, ce sont d'abord des philosophes. Hein? Et Grenoble, c'est quand même un philosophe. Donc ça n'a rien à voir. Quand j'entends ça, je me dis, ben, ok. Donc vous confirmez et pensez que l'Afrique a besoin de philosophes. Bien sûr, toute la vie, qu'il s'agisse au niveau individuel, on a besoin d'une dimension philosophique dans notre vie. Même au niveau individuel, on doit apprendre à un moment donné à se poser des questions philosophiques, que ce soit dans les relations. Il faut toujours savoir où ça m'amène, d'où je viens, qui je suis. Est-ce que c'est ça qui permet de voir un peu où on va. La philosophie, c'est comme les phares. Vous enlevez la philosophie à l'Afrique, c'est comme enlever les phares à une voiture et lui demander de rouler en pleine nuit. Et vous lui dites, mais non, mais il peut rouler en pleine nuit, c'est pas... Non, enfin, c'est la philosophie qui nous éclaire. Et l'Afrique a plus besoin de la philosophie que d'autres choses. Que d'eau, d'électricité, par exemple. Est-ce que l'Afrique n'a pas les capacités pour l'électricité? La République démocratique du Congo a un barrage qui peut alimenter toute l'Afrique et même au-delà. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Manque de philosophie. On a tout ce qu'il faut, on a des scandales géologiques, on a les minerais, tout ce qui nous manque, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est d'abord quoi? L'intelligence, c'est d'abord comment vivre ensemble, comment partager équitablement nos richesses. Ça, on ne le fait pas. On ne va pas évoluer, qu'il s'agisse de manière technique ou quoi, si ceux qui dirigent ou ceux qui gardent là-dessus les gardent pour eux. Et la seule chose qui peut aider à ce que ceux qui dirigent, ceux qui ont la main sur ces ressources, puissent penser aux autres, relève plus de la philosophie que de la technique en tant que telle. En fait, la philosophie, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. La République démocratique du Congo n'est pas pauvre. Mais qu'est-ce qui fait la pauvreté de la République démocratique du Congo? C'est le manque de vision, manque de philosophie, manque de respect de la dignité de l'individu, de l'être humain en tant que tel. Lorsque je suis dans la ville de Kinshasa, je regarde toute cette précarité parce que je n'ai pas de philosophie sociale. Je trouve ça normal, même quand je suis ministre, même quand je suis gouverneur, même quand je suis maire de la ville. Je ramasse même pas les... Or, penser à enlever cette poubelle, penser à assainir et à mettre de la propriété dans la cité, ça relève de la philosophie. Bon, là, on reste quand même dans le domaine de la pensée. Oui. Concrètement, qu'est-ce que les philosophes peuvent apporter au développement de l'Afrique actuellement? Voilà. Le travail du philosophe africain aujourd'hui, c'est de dire déjà à la jeunesse, écoutez, voilà le vrai combat. Parce que les gens font le combat dispersé. On devrait écouter des philosophes pour savoir où nous sommes, les enjeux du monde actuel, les enjeux où l'humanité se situe, apprendre d'abord, se connaître nous-mêmes, parce que les Africains, ils ont un problème de connaissance personnelle, parce que quand je regarde bien dans nos pays, il y a toujours les haines, des discriminations, des ethnies. Vous regardez bien les sociétés où la philosophie a fait son travail, il y a moins ça. Que celui-là allait du nord, celui-là allait du sud. La philosophie va permettre aux Africains de travailler ensemble, de se voir en tant qu'un seul peuple, une seule famille. Ça s'appelle la sociologie. Ça s'appelle l'éthique, le savoir-faire ensemble. En fait, c'est ça que la philosophie doit apporter. La philosophie doit apporter aux Africains l'intelligence pour savoir choisir ceux qui doivent les diriger. Parce que jusqu'ici, nous faisons le choix sur base des critères émotionnels, tribales et tout ce qui est tout sauf philosophique. Dans les sociétés où la philosophie a fait son travail et que ça a apporté du fruit, pour choisir un candidat, on va voir ce dont il est capable d'apporter à son peuple. Mais là, en Afrique, nous choisissons des gens en fonction de ça. On les choisit parce qu'on prie ensemble dans une même église, on choisit parce qu'ils sont beaux, on choisit parce que... ils sont de notre région, où il a épousé une nièce à quelqu'un. Voilà. C'est ça, en fait. Et ça, c'est tout, sauf philosophique. Parce que la philosophie voit l'intelligence, voit l'intérieur, en fait. Ne voit pas l'extérieur, ni les liens sociaux. La philosophie, elle est comme ça. Elle va nous apporter cette rigueur qui manque encore chez les Africains, et qui est la chose qui manque pour que cette Afrique puisse vraiment mobiliser ses ressources et pouvoir avancer comme l'ont fait toutes les autres sociétés. Et donc la philosophie voit aussi avant tout l'intérêt de l'autre?
Ah oui, la philosophie maintenant ne voit pas du tout avant tout l'intérêt de l'autre. La philosophie voit du tout l'intérêt de l'humain aussi bien dans soi-même que dans l'autre. Est-ce que Kant nous dit dans son impératif catégorique, première formulation, il dit traite l'humanité ou l'humain toujours comme aussi bien dans ta propre personne que dans celle de l'autre, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Quand vous évoquez comme ça un auteur, quand les Africains vous disent non, il répète. Mais non, c'est pas ça. C'est des sources qui nous permettent de comprendre, parce que Kant l'a dit à son époque, mais on sent que, et on remarque que dans certaines sociétés, cela se vit. Il y a des personnes qui ne tiennent pas compte des autres. Parce que lorsque je fais du mal à l'autre, je le fais à moi-même en tant qu'humain. Et donc, si je le respecte déjà pour moi-même, et c'est le même respect que je peux accorder ou reconnaître à l'autre. C'est ça, et ça, c'est un travail purement philosophique qui n'est pas fait, qui n'est pas suffisamment fait en Afrique. Pourquoi ? Parce que déjà, nous ne lisons pas et nous ne donnons pas la parole aux philosophes. Et ça peut être parmi les rares émissions où vous invitez sur un plateau de télévision un philosophe pour parler de ce sujet. C'est rare. Qui est-ce qu'on invite sur nos plateaux ? Des fanatiques de partis politiques ou des musiciens. Enfin, on est dans l'art, ok, mais l'art doit être philosophique. Enfin, l'Afrique oublie ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'amour du livre, la lecture. Il y a un collègue, Benoît Awazi Kungwa, qui a fondé son cercle cadre, un centre de réflexion à Ottawa, qui parle de la bibliophagie. Donc, nous devons renouer avec la bibliophagie. Les Africains doivent lire. Le savoir est écrit, le savoir se trouve quelque part. Il faut aller le chercher. C'est vrai que le niveau de la pauvreté et des précarités fait qu'on n'a pas le temps de fermer. Lorsque ceux qui incarnent ce savoir-là nous parlent, nous avons intérêt à les écouter. Au lieu de discuter, peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire, qu'ils ont vu quelque chose. C'est pas par prétention, mais par expérience, dans l'ordre de la pensée, en fait. C'est ça, pour moi, qui manque. On peut changer des individus, mais si le système et la pensée, et la manière de penser, l'humain, ne change pas, n'évolue pas, aujourd'hui, ça sera tel, demain, ça sera tel, et après-demain, ça sera l'autre. Alors, Joseph, on arrive bientôt au terme de notre échange. Est-ce que vous êtes heureux de votre parcours ? Très heureux. Pourquoi ? Parce que moi, dès mon bas âge, dès mon enfance, on m'appelait étudiant. J'étais encore à l'école primaire, on m'appelait étudiant, parce que j'aimais le livre. J'aimais lire et mes amis étaient toujours plus âgés que moi. Moi, j'ai toujours eu, jusqu'à aujourd'hui, la plupart de mes amis sont plus âgés que moi. Pourquoi ? Parce que j'étais toujours attiré par cette maturité et puis j'aimais enseigner. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ce que je suis devenu, c'est l'accomplissement et ceux qui me connaissent ne s'étonnent pas. Ils se disent, écoutez, il aimait tellement le livre que c'est l'enseignement qu'il a. Et j'ai fait la pédagogie générale pour le bac, donc destiné à l'enseignement. Je commençais même déjà à enseigner. Et après, je suis venu poursuivre ça. Et puis, parce que la question du sens de la réalité l'a emporté sur le matériel, parce que moi, la richesse et tout ça, c'est pas des choses qui m'intéressent pas. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire à présent ? Oui, alors, maintenant, c'est l'enseignement, c'est la recherche, aussi bien ici que dans mon pays. Voilà, là, je postule et tout ça. C'est là le concours que je prépare, qui va se dérouler d'ailleurs dans 2 semaines, avec l'Éducation nationale, c'est l'apport aussi en politique. Oui, par exemple, à Aubervilliers, nous sommes insoumis, je suis insoumis, voilà, mélenchoniste. Donc, nous avons notre candidat, Guillaume Lascaux, pour prendre la mairie d'Aubervilliers dimanche prochain. Donc, je me bats donc, à leur côté pour les soutenir. Et puis, j'ai été au Congo aussi, je suis en train de voir avec des amis si on peut mettre une dynamique en place pour justement impulser, parce que je pense que l'Afrique, tout à l'heure la question a été posée, ce qu'on peut apporter, c'est la pensée. Je pense qu'il faut que la jeunesse africaine comprenne, la population africaine comprenne la nécessité de la pensée avant l'action. Et non l'action sans penser, en fait. Et c'est ce que beaucoup font, en fait. Ils arrivent à des postes de responsabilité sans vision, sans... Allez. Non, mais le monde n'évolue pas comme ça. Il faut savoir où on va et pourquoi, avant de s'engager, avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous pensez beaucoup au retour en Afrique ? Voilà, donc, je pense retour en Afrique.
Je pense, voilà, pour aller à l'université de Kinshasa, à l'université de Lubumbashi, j'y descendrai moi-même pour aller déposer mon dossier, s'ils m'acceptent. Mais là aussi, le problème, on est confronté à un autre problème, c'est que la plupart des candidats qui finissent, terminent à l'étranger, lorsqu'ils ils retournent dans le cas de mon pays, on les prend plutôt pour des concurrents, des adversaires, plutôt que pour des gens qui viennent vous apporter un plus, un savoir, qui viennent pour vous aider, vous donner un coup de main. Ce qui freine aussi le développement. Parce que l'Afrique doit savoir ce qu'elle veut. En même temps, on se dit, oui, les gens, lorsqu'ils évoluent ailleurs et qu'ils apprennent le savoir d'ailleurs, et ça, toutes les sociétés ont fonctionné comme ça. La Chine l'a fait. Je parle ici de la science qui vient de l'Égypte pharaonique. Thalès et Pythagore sont allés en Égypte pour apprendre la science qu'ils ont importée chez eux pour la développer à leur manière. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons toutes ces sciences. Mais l'Afrique ne fait pas ça. Dès que vous partez à l'étranger étudier, on ne vous reçoit plus parce qu'on est complexé. Parce qu'on pense que, bon, ben, voilà, il a des réseaux, on dira qu'il est plus intelligent que moi. Voilà. Et à chaque fois que je vais à Kinshasa, je fais un tour à l'université, et bien effectivement, je me rends compte que la bibliothèque, elle est vide. C'est la seule salle qui est vide. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'Afrique a besoin de ces cerveaux formés dans la diaspora pour se développer. Et c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder avec vous, Joseph, dans une prochaine émission. Ok. N'hésitez pas. Très bien, c'est la fin de Résilience. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Kinshasa.